Listen up, corporate types. It's me, Billy Idol. You might use Workday's responsible AI to future-proof your business. That doesn't make you rock stars. When have rock stars ever been responsible? Be a finance and HR rockstar with Workday. Alors on pourrait dire j'ai une double formation, j'ai fait une école de commerce et après une école d'art. Mais je crois que j'ai surtout fait la formation d'être enfant d'immigrés. Sorry, je l'avais pas prévu celle-là. Franchement, c'est une vraie école, je te jure. Cette punchline est incroyable. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cette émission, un mardi sur deux et tous les vendredis, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils y ont été éduqués? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. J'anime des émissions de conversation sur différents sujets, la paternité, la maternité, le succès, les masculinités et bien sûr l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web fabflorent.com, fabflorent.com. Pour revenir à l'argent, je me suis également formé à devenir spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne désormais des dirigeantes, des dirigeants, des freelances, mais aussi des salariés à transformer durablement leur relation à l'argent. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que l'histoire d'argent vous a beaucoup aidé à apaiser votre relation à l'argent et vraiment, j'en suis ravi. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant de l'argent avec votre carte bleue ou en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast dans votre application de podcast préférée, en particulier Apple Podcasts et Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous. S'il vous a plu, je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Enfin, dernière chose, venez commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Discord, c'est un petit logiciel assez génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez me suivre également sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est dédiée à l'argent et vous trouverez toutes les infos, encore une fois, pour me contacter dans les notes de cet épisode si vous souhaitez passer à mon micro. Merci d'avance et bonne écoute. On est de retour. Oui. Oh là là, Tu m'as fait péter. J'ai déjà pété le micro. Bienvenue Maï. Merci. C'est cool de t'avoir ici. Merci Fab. Alors pour celles et ceux qui ne suivent pas, qui peut-être te découvrent, parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui ont découvert mon travail par le podcast Histoire d'argent, et qui n'écoutent pas trop le reste, quoi. Tu vois, oui, donc, oui. Vous avez tort, mais bon, ça c'est une autre question. C'est une autre histoire. On a fait plein de choses avec Maï, notamment on a fait des épisodes dans Histoire de mec, si jamais vous avez envie d'aller voir, parce que tu as beaucoup travaillé sur la masculinité. Ça fait un petit bail. Ouais. C'était trop bien. C'était trop cool. Et on a également fait ce podcast que je vous invite à aller découvrir si vous l'avez pas encore vu, qui était un podcast de l'été. Ouais. Qui s'appelle Deuxième vie et ça parle de nos histoires de divorce. Voilà. Donc on a fait 5 épisodes. 5 ou 6, je crois. Je crois qu'on voulait faire un 6e, qui n'est jamais arrivé. Mais en tout cas, on l'avait fait en septembre, on l'avait enregistré en septembre. Et puis voilà, on attendait un moment pour le lancer. Et en fait, on s'est dit, mais juin est arrivé, on s'est dit, il faut qu'on le lance pour l'été parce que on sait que l'été, on a pensé aux premiers étés de divorcés, qui sont des moments terribles. À nous, enfants, moi, enfant de divorcés, l'été, c'est tellement un moment particulier. Et donc, on l'a lancé à ce moment-là. Et puis, je crois que ça a parlé à beaucoup de gens, quoi. J'ai encore eu un commentaire la semaine dernière, vraiment sur des accompagnements de séparation où t'es dans la machine à laver c'est et dur, t'as envie de soit jeter l'autre par la fenêtre, soit de te jeter par la fenêtre, soit les deux. mômes. Soit les mômes. Certainement que cette parole, elle fait du bien parce qu'en fait, il y a un bout du tunnel. Il n'y a pas forcément des séparations horribles avec des déchirures et des points de non-retour et des traumatismes. Ça peut être difficile, mais ça se fait et ça peut être très doux aussi. Enfin, il y a plein de possibles, quoi. Allez voir donc dans les notes de cet épisode, je vous mettrai un petit lien. Et donc tu reviens, Maï. Tout à fait.
Et tu viens d'ailleurs pour la première fois dans Histoire d'argent. Ouais. C'est toi qui m'as proposé de faire Histoire d'argent. C'est marrant parce que dans ma tête, j'avais l'intention de t'inviter, tu vois, C'est mais vrai je pensais, bien sûr, mais je pensais pas te faire venir dans Histoire d'argent. Mais trop bien que tu viennes. Ah ouais. Tu pensais à quelle catégorie? Bah, en fait, je pensais. Succès, ouais, daronne, ouais, tu vois. ça va dans tout en fait. Trouver un Hein, truc. Quoi qu'il arrive. Mais c'est très cool parce que t'es venu spontanément en disant j'aimerais bien parler d'être artiste et de gagner de l'argent. Ouais. Donc trop chouette. Ouais. Et c'est d'autant plus ton sujet en ce moment puisque tu es en plein crowdfunding Exactement. pour financer ton Mon troisième film, hein, c'est ça? Ouais. Mon troisième film qui s'appelle Mayday. Et on a lancé la campagne il y a 3 jours. On est déjà à 40% du premier palier. Donc c'est juste fou en fait. Salut, ici le Fab du montage. Je me suis rendu compte au milieu de l'interview qu'on n'avait pas du tout pitché le film de Maï. Donc en gros, l'idée c'est que Mayday vient suivre une retraite thérapeutique avec plein de personnes. Elle en parle un peu plus tard pour le coup. Et c'est vraiment un reportage en immersion où les Jerry, donc le mari de Maï et Maï, sont à la fois réalisateurs mais aussi des protagonistes de cette retraite. C'est extraordinaire, je l'ai pas dit parce que on a beaucoup parlé de plein d'autres choses, mais j'ai vu le film au mois de mai dernier, en tout cas une première version. Et c'est vraiment génial, c'est incroyable. C'est un documentaire que je vous invite à aller réserver, à aller participer au crowdfunding. C'est une pépite qui gagne à être visionnée, qui gagne à être regardée. Quoi qu'il arrive, ça devrait vous faire bouger d'une manière ou d'une autre. Voilà, maintenant je laisse Maï continuer. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de messages. Et en fait, c'est hyper beau parce que la personne... Moi, j'écris tous les matins le nom des personnes qui ont donné. Et tu vois, il y a des personnes qui donnent 5 euros, 10 euros, 15 euros, 200 euros, 300 euros, qui m'appellent parce qu'ils veulent que leur entreprise puisse bénéficier d'une conférence et qui veulent mettre 1000 euros, 1500 euros. Et c'est fou, en fait. C'est l'enthousiasme, tout d'un coup, que tu provoques quand tu demandes de l'aide. C'est quand même dingue. Et moi, je le savais parce que j'ai déjà fait une campagne il y a 8 ans pour les rivières. Et c'était tellement d'amour. Enfin, c'était une fête incroyable. Donc, je savais. En même temps, j'étais évidemment angoissée parce que tu sais jamais, tu vois, quand tu présentes ce que ça va faire aux gens, si le cœur de ce que tu dis intéresse les gens, si ça va les toucher, si le propos est beau, s'il est juste, s'ils comprennent même, tu vois. Parce que quand t'es dans un travail artistique, t'es vraiment dans une complexité. Tu as plein de niveaux de lecture, tu manipules plein de symboliques, tu es vraiment dans un tissage permanent de plein de messages qui sont hyper complexes. Là, je suis avec plein de personnages. Enfin, c'est un documentaire, mais il y a vraiment beaucoup de gens dans le film. Donc, c'était vraiment un truc complexe. Et tout d'un coup, il faut aller vers l'autre et lui dire « Mon film, c'est ça !» Tu vois, en une phrase, 2 phrases, pour communiquer quelque chose et partager quelque chose. Et c'est un travail inverse, tu vois. Et là, dans ce travail inverse où tu rembobines, il faut que tu choisisses le bon fil. Tu vois, il faut que et je crois que là, on a vraiment capté à la fois ce qu'était le film, ce qu'il apportait aux gens, et donc ça touche en fait. Et c'est tellement, c'est très émouvant, quoi. Donc voilà, en fait, je voulais te parler de ça et de plein d'autres choses parce qu'en fait, après, tu m'as posé des questions à préparer pour venir. Ouais. Et du coup, depuis une semaine, je suis comme une dingue sur les histoires d'argent. Je trouve ça passionnant comme sujet. Et puis, en fait, moi, je me rends compte que je suis un peu un poil à gratter, en fait. J'adore aller réfléchir sur des questions qui sont tabous ou qui ne sont pas dans l'espace public. Tu vois, quand j'ai lancé mon blog en 2011, j'ai parlé de l'intime, personne n'en parlait. Après, les rivières, j'ai parlé de lignée familiale, de lignée de femmes, de transgénérationnel, personne n'en parlait non plus. Et aujourd'hui, il y a tellement de travaux là-dessus, et je trouve ça génial, tu vois. Là, on parle de retraite thérapeutique avec Mayday. Bon, pareil, en fait, tu vois, dans l'espace médiatique, les retraites, c'est uniquement traité sous le prisme de
la dérive sectaire, évidemment, Oui, bien ou sûr. le gourou à minimum, Ouais. tu vois, mais il n'y a pas d'imaginaire populaire positif. Ouais. Ou même pas positif, parce que dans une retraite, il y a des choses bien qui se passent, il y a des choses moins bien qui se passent. C'est la vie. C'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Ça chiale, t'as la morbonnée. C'est pas très reluisant. Il y a de la joie aussi. Il y a de la joie, il il y a tout, en fait. Et la colère. Il y a beaucoup de colère, surtout nous concernant. Il y a des émotions, quoi. Ah ouais, il y a plein d'émotions. Mais pour l'instant, voilà, entre les trucs sur Osho, sur Netflix qui sont géniaux, hein, Ouais. les 12 Strangers avec Nicole Kidman, je crois, les trucs sur des rituels en Suède où en fait on se rend compte qu'on va manger tous les vieux, qu'on va tuer de manière ritualisée. Donc enfin, tu vois, t'as que des imaginaires comme ça terribles. Et en fait, les gens, ils ont une soif de comprendre qui ils sont, de faire un pas de côté, de se relier. Tout le monde a envie de ça en ce moment, quoi. Tu crois? Donc, ouais. Non, Enfin, en tout cas, c'est en fait, c'est une peut-être vraie question. que tout le monde n'a pas envie de ça, mais nous, on est là pour ceux qui ont envie. Et puis, ça suffit, en fait. Donc, certainement qu'avec ce film, on va pas parler à tout le monde. Et c'est pas grave du tout, en fait. Mais il y a des gens à qui on va parler et qui ne peuvent pas formuler ce que nous on arrive à formuler dans cette recherche, et c'est là où faire des films et puis pouvoir les diffuser, c'est un acte magique, donc ça c'est génial. Et c'est pour ça que tu es au très bon endroit dans l'histoire d'argent, parce que je crois que les gens qui écoutent d'une manière générale, ils ont aussi a priori ouvert cette boîte de Pandore qui est l'argent, parce que si tu as commencé à bosser un peu dessus, tu as vu quoi, ça vient ouvrir plein de choses, et ça vient ouvrir plein de choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'argent. Bien sûr. Avec, bien sûr. Avec les sous bien sûr. Voilà quoi. De toute façon, l'argent c'est une fiction. Tu vois, donc c'est une valeur, mais c'est une valeur symbolique. Après, qu'est-ce que tu vas mettre en dessous? C'est ça qui est génial, en fait, parce que en dessous, tu peux mettre de l'abondance, tu peux mettre la valeur de toi, tu peux mettre du manque. Tu peux mettre du manque, tu peux mettre du manque d'amour, tu peux mettre de la culpabilité, tu peux mettre des loyautés familiales. Des loyautés familiales, tu peux mettre du vice. Tu peux mettre de l'envie de dominer, tu peux mettre de la réussite. Enfin, c'est tellement vaste, en fait. Et moi, j'adore cette recherche de mais attends, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, tu vois. Et l'une des questions que tu m'avais posées quand on a préparé ça, c'était un souvenir d'enfance. Ouais. C'est marrant, tu fais l'interview à ma place, mais vas-y. Je suis désolée. Veux-tu me poser la question? Non, juste avant ça, j'allais parce que je vais l'oublier, mais tu viens de dire un truc incroyable, c'est que tu viens de dire qu'en fait il y a du vice derrière l'argent. En tout cas, tu peux mettre du vice. Tu peux. Ouais. Et j'ai envie de poser un appel à témoins, parce que de temps en temps je le fais, tu vois. Si jamais ça vous parle que pour vous l'argent est du vice, j'ai eu quelques invités, mais j'en ai pas assez. Donc si vous voulez venir me raconter en quoi pour vous l'argent est un vice, surtout en quoi pour vous, parce que pour l'instant là je reçois des mails de ok, mon mec il est addict aux jeux en ligne, tu vois, etc., au casino en ligne, etc. Ok, mais venez me raconter vous s'il vous plaît, parce que la plupart des gens concernés ne veulent pas venir. Moi c'est intéressant aussi d'avoir les autres personnes qui sont plutôt qui subissent ces histoires. Mais n'hésitez pas, voilà, que ce soit que vous y mettiez, je sais pas, du sexe, tous les trucs dont peut-être vous avez honte. Vous pouvez passer anonymement, c'est pas un problème. Bah ouais, c'est ça, c'est la beauté du podcast. Donc oui, tu m'as dit, alors tu sais, pour toi l'argent, qu'est-ce que ça évoque? C'est ça ma première question. Ah oui, alors pour moi tu m'as l'argent... dit c'est une fiction, c'est trop intéressant. Ah ouais? Bah tu viens de le dire. Ah oui, c'est vrai, je viens totalement de le dire. Alors pour moi, c'est ça. L'argent, pour moi, c'est une fiction. Et donc, c'est comme je fais des films, ça m'intéresse. Ça m'a intéressé cette semaine, en fait, de réfléchir à c'est quoi l'histoire que tu te racontes avec, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis raconté tellement d'histoires avec l'argent. Et alors, franchement, j'ai connu tellement de comment on va dire, d'états. J'ai été ruinée, j'ai été hyper riche, j'ai été un peu pauvre, moyennement pauvre, hyper radine, hyper dépensière. Enfin, franchement... Et donc, ça, je pense que j'ai pas une... Et t'as la sensation d'avoir alterné dans ta vie. Plein de phases avec des relations à l'argent totalement différentes. Donc, j'ai pas du tout une relation monolithique.
Et donc ça me fait encore plus dire que c'est une fiction, Ouais. tu vois, que c'est juste le résultat de un état d'être à ce moment-là, tu vois. Et donc quand t'es artiste, donc j'ai écouté Sandro avec l'artpreneuriat, c'est ça. Je vous mettrai un lien dans les notes parce que effectivement c'est un épisode que je t'ai envoyé pour te dire tiens si tu veux voir un petit peu. C'est hyper intéressant. Et j'ai pas du tout cette vision-là. Et en fait, il y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé dans cette relation à l'argent. C'est un bouquin en anglais, malheureusement, il a pas été traduit, qui s'appelle The Gift. The Gift en anglais, en français, ça veut dire à la fois le don et le cadeau. Et en fait, c'est comment comprendre la création dans un monde capitaliste. Et en fait, c'était hyper soignant pour moi parce que cet auteur expliquait qui s'appelle Hyde en plus, le nom de mon mari, mais c'est pas lui, il s'appelle Lewis. Et il explique qu'en fait, t'as des sociétés capitalistes, mais t'as aussi des sociétés qui ne sont pas capitalistes. Où, en fait, ce qui est au cœur des échanges n'est pas l'argent ou les biens, mais c'est le don. Et donc, le plus connu, c'est le potlatch. Donc, Hey corporate types, Billy Idol here. Just because you use Workday to drive long-term success, it doesn't make you a rock star. Rock stars drive fast cars, not business operations. Be a finance and HR rockstar with Workday. 88% of the work week is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit Grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise-ready AI. Le prestige appartient à celui qui donne. Le potlatch. Donc en fait, je ne sais pas. Ah oui. Alors en fait, c'est un système où en fait les tribus se relient les unes aux autres par les cadeaux qu'elles se font. Ok. Et donc celui qui a le prestige, c'est celui qui donne. C'est pas celui qui possède. Ça c'est hyper intéressant, tu vois. Du coup, tu dis ah bon, mais attends. Du coup, moi, ça m'avait fait exploser le cerveau parce que je me disais. Ah mais du coup, oui, c'est celui qui va faire les plus belles fêtes, c'est celui qui va inviter, c'est celui qui va faire à manger, c'est celui qui va recevoir. Donc bien sûr qu'il peut aussi y avoir de l'ego là-dedans puisque on parle de prestige, mais quand même ça instille une autre manière de vivre où tu te dis bah tiens, j'avais rencontré quelqu'un comme ça qui avait gagné une très grosse somme d'argent et qui s'est dit bon c'est pas une somme qui me permet d'acheter ou de faire quoi que ce soit non plus. Bah en fait je vais créer un souvenir. J'ai invité mes meilleurs potes. Pendant une semaine et puis on va faire je sais plus quoi. Et effectivement, ils ont passé une semaine extraordinaire. Ils s'en souviendront toute leur vie. Et c'est ça que cet argent a créé, tu vois. C'est intéressant parce que donc tu vois ce que tu dis, c'est que il y a des gens que je reçois, tu vois, pour qui c'est vachement plus simple de donner, mais de ce fait, ils s'empêchent de recevoir. Alors ça c'est un autre sujet que nous allons aborder, n'est-ce pas? Puisque je fais ce crowdfunding, donc en fait, c'est un vrai travail. Bien sûr. C'est un vrai travail d'apprendre à demander de l'aide et d'apprendre à recevoir. C'est un énorme travail. Et quand tu dis de l'aide, tu parles d'argent. Et je parle d'argent. Parce que... Je parle d'aide financière. Oui. Et je dis, j'ai besoin de votre argent. Parce que tu sais, dans ce podcast, j'incite tous les gens à ne pas dire thune, moula, machin, pour dire argent. Ouais, t'as raison. C'est important parce que quand tu dis demander de l'aide, ça veut dire que t'es pas en train de demander de l'argent. Ouais, t'as raison. Tu viens de demander de l'argent. Ouais, c'est vrai. Je viens de demander de l'argent. C'est exactement ça. Et derrière ça, effectivement, il y a aussi des gens qui apportent de l'aide. Bien sûr. Cet argent-là, tu la perçois toi comme une aide. Mais tu vois, c'est hyper important, je trouve. Ouais, t'as raison d'être aligné. De bien poser les mots. Ouais.
De démystifier. Des démystifier. Et donc, si je reviens au gift, il disait, il y a quelque chose que tous les artistes partagent comme croyance, s'ils sont un petit peu évolués, c'est qu'ils ne savent pas d'où vient leur don. Personne ne peut te dire, Bob Dylan, personne ne peut te dire, je sais d'où viennent ces paroles, je sais d'où viennent ces mélodies. Tu vois, c'est la base, quoi. Sauf si c'est quelqu'un qui est vraiment pas évolué et qui a un ego surdimensionné, qui est un peu infantile, tu vois, qui dit c'est moi, qui l'ai fait. Bon. Donc, voilà. Donc, je sais pas si c'est divin, on s'en fout, en fait. Mais la question, c'est que... Ce qui est terrible, pour rebondir là-dessus, ce qui est terrible, c'est que souvent, les gens qui ne savent pas d'où ça vient pensent que c'est naturel et que c'est normal et que tout le monde l'a aussi. Donc finalement, ça a peu de valeur. Oui. Alors, il y a ça. Ça va avec. Et c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que si tu comprends que tu as ce don, t'as un devoir vis-à-vis de ce don, c'est de le travailler. Et c'est le travail qui va faire que tout d'un coup, tu vas devenir un chanteur extraordinaire, un athlète extraordinaire, un scientifique, un chercheur, etc. Et je me souviens d'une fois où j'étais allongée sur une colline, tu vois, il faisait beau et tout. Un mardi matin pour Maï. Un mardi matin je suis allongée sur une colline. Voilà. Et en fait, j'entends une amie, Sean, qui chante, tu vois, à côté de moi. Et Sean, quand elle chante, c'est juste le ciel qui souffle. C'est un truc incroyable. Et d'ailleurs, c'est elle qui fait la musique de Make Me Human, mon deuxième film, et une partie de la musique de Mayday. Elle devait être cantatrice et tout. Bon, elle a choisi une autre voix, mais elle chante, c'est une chanteuse incroyable. Et en fait, j'étais hyper émue parce que je me disais, moi, je peux pas chanter. Si Sean, tout d'un coup, elle se dit, j'arrête de chanter, j'arrête de travailler sur ma voix, j'arrête de composer, c'est perdu pour moi aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que cette idée de gift et de don, elle est belle et juste. C'est parce qu'en fait, si tu as un don, il faut que tu travailles pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est là où tu fais circuler ce truc. Et donc, il disait, ce système-là, c'est pas le même que le système capitaliste qui est, je te donne une tasse, tu me donnes 10 balles, t'as la tasse, j'ai 10 balles. Donc on a un échange équitable, enfin plus ou moins, équilibré, d'accord. Là, moi j'ai un don, je travaille dessus, t'en bénéficies, j'en bénéficie. Donc c'est pas le même système en fait de valeur et de c'est pas la même manière de faire fructifier les choses, tu vois. Plus ça circule, plus la valeur globale augmente et la valeur individuelle augmente aussi. Alors que pour la tasse, c'est la même chose, c'est juste que ça change de camp, tu vois. Et donc, il disait, comment faire, en fait, pour les artistes? Parce qu'en fait, le but de l'art ne peut pas être gagner d'argent. Ouais. Tu peux gagner de l'argent en tant qu'artiste. Oui. Je vais t'expliquer comment je fais. Et moi, ça m'a fait du bien parce que tout d'un coup, c'était, mais c'est pour ça qu'en fait, les choses sont décorrélées dans ma vie. Entre l'argent que je gagne par les différentes missions que les entreprises me donnent et le blog qui me passionne, qui me développe, qui me connecte aux gens et qui me rapporte pas un rond. Parce que c'est pas les mêmes valeurs que je suis en train de créer. Ouais. Et donc, il disait, le problème, c'est que quand on arrive dans une société qui n'est pas fondée sur le don, mais sur le capital, comment faire pour un artiste? Et donc, il disait, il y a 3 possibilités. Il y a le mécénat. Et en fait, pour moi, le crowdfunding, c'est ça. C'est demander un mécénat ou provoquer un mécénat qui est juste populaire. Donc, je le fais pas. Je peux le faire. Je peux demander aussi à des entreprises, etc. Parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'argent. Mais j'aime cette idée que, en fait, ce soit un mécénat populaire, que les gens se disent, ce truc me parle, je ne peux pas le faire. Maï et Jerry, ils sont en position de pouvoir le faire. Je veux leur donner. Si j'ai de l'argent, c'est pour que ça serve à ça. J'adore ça. Après, il y a gagner sa vie avec son art. Et donc, évidemment que quand tu es dans une logique capitaliste, tu te dis l'artiste qui réussit gagne sa vie de son art. Et en fait, pour moi, pas du tout. Pas du tout. Et puis le 3e, c'est un in-between où tu es serveur et puis en même temps, tu chantes.
et où du coup il y a une décorrélation entre ton art et ta manière de gagner ta vie. Et moi de gagner demander de l'aide, de l'argent. Demander de l'aide, de l'argent. Où tu vois en fait ta pratique artistique, elle est totalement décorrélée. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec le blog et mes activités pécuniaires. Tu te développes d'un côté, tu gagnes de l'argent de l'autre, et l'un et l'autre ne sont pas liés. Donc du coup, tu n'as pas non plus besoin de, on va dire, je vais utiliser un énorme mot, de corrompre ton art pour qu'il soit commercial, pour que les gens puissent l'acheter. Parce que tu as quand même dans la voie numéro 3 un vrai souci d'intégrité, tu vois. Donc, moi, je navigue là-dedans. Ouais. Je navigue là-dedans. Si je puis me permettre, dans la voie numéro 3, tu as un souci d'intégrité. Alors, je comprends tout à fait l'idée de corrompre son art, mais faut faire aussi attention. Est-ce que ça ne vient pas, et je dis vraiment, c'est une question que je pose, je suis pas en train de dire que c'est forcément à tous les coups, est-ce que ça ne vient pas d'une projection que tu as très négative sur l'argent, et qui est forcément l'argent va salir mon art? Ah non, pas du tout. Ah non, je parle pour toi, mais je parle... oui, bien sûr. Pour tous les gens qui nous écoutent, les artistes, etc., je sais que c'est souvent une question qui peut revenir, quoi. Bien sûr, il y a le côté... alors moi, j'adore l'argent. Merci de le dire. Donc je trouve pas ça, je trouve ça génial, je trouve que je peux bien manger, j'ai de la gratitude parce que je peux avoir un toit pour mes enfants, je peux les emmener en vacances de temps à autre. Donc génial, tu vois. Ça a toujours été le cas pour toi? T'as toujours aimé l'argent? Ouais, je pense. Tu sais, quand tu disais que t'avais des ups, des downs... Alors j'ai toujours aimé l'argent. Okay. Et je vais te raconter pourquoi après, et de quelle manière, mais juste après. Oui. Attends, j'étais en train de dire un truc... Oui, tu parlais de corrompre son art. Ah voilà. En fait, par exemple, quand je fais les rivières. Donc les rivières, pour expliquer, c'est ton premier film que tu as mis 8 ans, 6 ans j'ai mis 5 ans à faire. Qui parle de ta lignée de femmes. Bon. Je vous mettrai tous les liens, comme ça vous irez voir ce que Marie fait, si vous connaissez pas son travail. Avez le plaisir. Oui. Quand je fais ce film, tu vois, je dépose un dossier CNC. Je n'ai pas donc le CNC, c'est en fait l'organisme audiovisuel, l'institution phare en France qui permet aux réalisateurs de réaliser leurs films, de financer leurs films, voilà. Et moi, je décroche pas le CNC, je l'ai jamais décroché. Même avec Mayday, là, même avec Mayday, on a retesté, on l'a toujours pas eu. Pour moi, ma nécessité n'est pas liée au fait que je vais recevoir l'argent du CNC ou pas, tu vois. Évidemment que je vais continuer à le faire. Quand je suis en PLS avec toute ma famille qui peut plus me blairer parce que je suis en train de faire un film sur la famille et que tu vois, on est dans le dur. Ouais. Tu vois, c'est dur ce qu'on est en train de traverser. C'est pas parce que je vais gagner de l'argent plus tard que je continue cette quête. Ça ne peut pas être la motivation. Oui, mais après, t'as une motivation très spéciale. Voilà, bien sûr. D'utiliser ce film aussi comme ta thérapie. Bien sûr. Il y a en fait une nécessité intérieure qui est tellement forte que de toute façon, je vais aller jusqu'au bout. Et pour m'aider, c'était pareil. C'était une autre urgence, c'était une autre nécessité, mais c'est pareil. Après, une fois que le film est fait, il faut le distribuer. Et là, moi, j'ai deux choix. Enfin, j'ai fait deux choix. Le premier, c'est de rester dans cette société. Parce que je pourrais très bien me dire, en fait, moi, je vais vivre avec le moins d'argent possible. C'est possible, hein. Je connais des gens qui ont fait ça. Je déménage aux Philippines. Je vis pour 3 francs 6 sous. Du coup, je suis digital nomade. Je fais mes films à l'autre bout de la terre. Je n'ai pas de dépenses. Tu vois, Bon, moi, c'est pas mon choix. Moi, je veux rester dans mes communautés, je veux rester à Paris. Donc, je dois accepter la société dans laquelle je vis et jouer avec les règles de cette société. Si à partir du moment où je mets ce film en distribution, là, pour moi, il n'y a aucune raison pour laquelle, par exemple, ce film devrait être gratuit. Moi, si tout d'un coup, je vends m'aider à un distributeur, là, je fais rentrer mon film dans un système d'exploitation, donc ça s'appelle comme ça, c'est une exploitation cinématographique, l'industrie cinématographique, etc. Là, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi moi, je vais pas gagner d'argent avec ça. Tu vois, ça ne fait aucun sens. Par contre, tu vois, par exemple... Ça ne fait aucun sens pour toi. Pour moi, bien sûr, pour moi. Mais, et pour moi, c'est aussi très important que les gens achètent le film. Et il est très important, tu vois, quand les rivières, je l'ai mis à 12 € l'achat. C'est hyper cher. Netflix,
c'est 3 € ou 5 € par mois et t'as 400 films. Tu vois, donc Mais c'est pas la même démarche. Mais évidemment que Oui. non. C'est parce que c'est pas du tout la même démarche et que moi, ça me pose aucun problème d'être totalement hors des clous parce que de toute façon, c'est mes règles. Oui, c'est toi qui décides. Tu veux pas de ma règle, y a aucun problème. Mais tu me dis ça On se comme verra si plus. c'était simple. Ça a été simple pour toi de lancer ce crowdfunding à l'époque avec les rivières? Et ça a Alors- été simple pour toi de fixer ce prix? Non, parce que... Eh ben oui. C'est vrai? Ouais. Aussi simple. Aussi simple. Ok. Et en fait. T'étais alors, dans pour ce truc de j'aime l'argent? Ouais. Ok. Trop Mais bien. mais je pense que en fait, il y avait un truc de je vais être au bon endroit entre pas du tout être dans un truc sacrificiel, être vraiment dans le kiff. Et moi, à chaque fois que quelqu'un achète mon film, je suis trop heureuse. Et en même temps, d'être au service des gens. Et donc, je vais pas le mettre à 200 balles, le film. Pour moi, ça ne fait pas de sens non plus. Par contre, moi, ce que je pense, et c'est peut-être un peu arrogant de ma part, mais je le prends, c'est ma croyance, donc autant vous la partager honnêtement, c'est que quelqu'un qui achète une tasse à 12 balles, donc il me donne 12 € et je lui donne la tasse. Quand il met 12 € pour mon film, mais moi je sais que ce qu'il a reçu, ça vaut pas 12 € du tout. Tu vois, les femmes et les... Non mais c'est vrai. Oui, je suis très d'accord. Les personnes qui ont reçu les rivières, alors certainement qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout été sensibles, tu vois. L'art, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui ont été sensibles, et en fait, il y en a eu quand même beaucoup, mais ils savent très bien que ça vaut pas 12 € ce que je leur ai donné. Et donc, du coup, je suis au lieu qui est juste pour moi en fait, moi, je veux qu'il y ait un phénomène de masse, qui est beaucoup de gens qui puissent y accéder, mais je veux pas du tout, je veux être aussi dans la joie de recevoir cet argent et pas avoir l'impression que je me sacrifie pour tout le monde. Ouais. Intéressant. Mm. Et ça a été avec le recul, ça a été un parcours facile pour toi? De définir ce prix-là, d'avoir Le prix, ouais, c'est marrant, ouais. C'était hyper simple ce prix. Ouais. Parce que je me rappelle qu'un ami qui était journaliste me disait, mais c'est hyper cher. Enfin, personne n'achète un film 12 €. Et je dis, ouais. Bah les couilles. Il n'y aura personne. tant pis. Vraiment, ça me posait. Ça te faisait pas peur Pas du qu'il y ait tout. moins de monde? Il y Alors, avait un truc très aligné pour toi alors à ce moment-là? C'était hyper aligné. Ok. Et alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que j'avais pas du tout prévu qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse aux rivières. Donc, moi, je disais juste, voilà, c'est le prix qui est bon pour moi. Et puis, maintenant, vous faites ce que vous en voulez, tu vois. Après, les gens qui achetaient et qui ne louaient pas, je leur envoyais en plus un livre blanc que j'avais écrit. Enfin, Parce que donc, t'as du coup, un c'est système de beaucoup loc, c'est ça? T'as un système il y de a- location et t'as ouais. un système de... Il y a location, achat et tu peux offrir aussi. Et en fait, les gens, ils ont beaucoup offert les rivières. Parce qu'en fait... Tiens maman, on regardera Allô ensemble à Noël. Allô maman? Allô les cousins? Il y a eu beaucoup ça et en fait, comme c'était aligné pour moi, du coup, à chaque fois que je recevais cet argent, j'avais vachement de gratitude. Du coup, j'ai envoyé ce cadeau du livre que j'avais écrit avec tout un mot, tout un poème, etc. Parce que du coup, tout est dans le don. C'est exactement ça. C'est que, voilà, j'ai donné ça, voilà. Mais c'est pas dans un système de, je mérite cet argent, j'ai bien travaillé pour, donc je mérite cet argent. C'était vraiment plus, maintenant, il faut que je passe à la nouvelle phase de ma vie. Et en fait, il faut que je reçoive de l'argent pour financer mon choix qui est de rester dans cette société. Et donc, moi, il y a toujours un décalage, une décorrélation entre la valeur de ce que je fais, pour moi, et l'argent que je reçois. Ok. Dans Donc, quel sens? C'est-à-dire que quand je fais le blog, pour moi, c'est une valeur immense. Mais vraiment immense. Mais ça me rapporte pas d'argent. Après, quand je signe avec un client et que je lui signe une mission, donc moi je suis color designer, donc je crée des couleurs. J'ai un plaisir fou à travailler. Bon, C'est pas pour rire, c'est vraiment le vrai métier de Maï. Hein. C'est Elle vraiment. design des couleurs. Donc c'est mon vrai métier. Je reviens juste de l'atelier là. C'est pas de l'art que je fais. C'est un métier créatif. On me donne un brief, je sers une mission, je sers une vision, je travaille avec une équipe marketing. Mais je vais à l'atelier rempli de joie parce que à la fin, évidemment, j'aurais passé un super moment, j'aurais créé des couleurs. Enfin, c'est quand même génial, tu vois. C'est fou en fait quand il pense. Mais ce qui me motive, c'est l'argent que je vais recevoir de cette mission. Parce que ça va me permettre d'habiller mes enfants, encore une fois, d'acheter à manger et de financer mon activité sur le blog. Donc en fait, le fait de décorréler
m'a permis de faire ce que je voulais exactement et de faire les recherches que je voulais et d'être aussi libre que je voulais sur le blog, puisqu'il n'y avait pas ce truc-là. Et si j'avais dû faire un projet, et au départ c'était ça, c'était un projet où je voulais avoir de la publicité et des posts sponsorisés, mais en fait ça m'obligeait à faire des choses que j'avais pas très envie de faire. Et je lui disais mais ça vaut pas la peine. Non. Faut chercher son truc, quoi. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu viens d'une formation artistique, parce qu'on n'en a jamais trop parlé? Ah ouais, j'ai la double formation. Okay. En fait, j'ai une formation. Donc alors, on pourrait dire j'ai une double formation. J'ai fait une école de commerce et après une école d'art. Mais je crois que j'ai surtout fait la formation d'être enfant d'immigrés. Sorry, je l'avais pas prévu celle-là. Franchement, c'est une vraie école, je te jure. Cette punchline est incroyable. Tu sais pourquoi je te pose cette question? En fait, je te pose cette question parce que je crois que, et je l'ai déjà eu, notamment avec une de mes clientes qui a fait une formation artistique, etc. Mm-hmm. Et en fait, dans ces formations-là aussi, on t'éduque et on t'apprend. Et on te dit qu'en fait, ça va être difficile de gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu es dans un écosystème où de base, on te dit, ok, tu viens, mais en fait, tu viens pour l'art. Et il y a aussi un truc, tu sais, qui finit par magnifier l'art et de surtout faire attention à ce que l'argent ne vienne pas salir l'art. Tu vois. Et donc, c'est très, très difficile. C'est pour ça que je te pose cette question de, est-ce que tu as une autre formation, toi, qui fait que tu as une relation assez saine à l'argent, ou tu as travaillé sur une relation saine à l'argent, et que tu finis par transformer en art au fil de ta vie, au fil de l'eau? Mais non, ok, donc formation enfant d'immigrés, allons-y. Qu'est-ce que c'est exactement cette école? Même si j'ai 2-3 idées en tête. Écoute, j'en sais rien, ça doit être différent pour chaque enfant d'immigré, mais moi j'entends des récits mais qui me parlent tellement il n'y a pas de matelas derrière. Il y a pas de famille, il y a pas une mamie à la campagne qui peut te recevoir si t'es en PLS. Il y a pas de sécurité financière derrière. Les parents, ils sont partis avec un aller simple, avec une valise. Mon père, 2. J'en ai une à la maison, tu vois. T'as gardé une valise? J'ai retrouvé une des 2 valises en cuir jaune de mon père qui est... Le cuir, il est devenu comme du papier maintenant. C'est comme du carton, tellement c'est ancien. T'as gardé cet objet? Et j'ai gardé cet objet. Il y a encore son nom au marqueur et tout. Enfin, c'est incroyable. Il est arrivé, il avait 17 ans. C'est l'âge de mon fils aujourd'hui. Enfin, bientôt, tu vois. Et je pense à ce jeune homme qui arrive à Toulouse avec son aller simple, tout seul, avec les parents, les 5 frères et sœurs derrière qui sont restés au Vietnam et tout. Mais je me dis, mais c'est le vertige, tu vois. Et en fait, quand tu nais dans une famille où en fait tes 2 parents, ils ont vécu ça, cet aller simple avec 1 ou 2 valises, et c'est tout. Tu te dis, waouh, ok. Et en fait, t'as un sentiment d'insécurité très très profond. En plus, moi, je suis l'aînée, donc il y avait vraiment un vrai truc de il faut réussir tes études, il faut responsabilité. Tu vois, j'ai commencé à travailler hyper tôt, de ménage, de babysitting, de cours de maths. Enfin, tu vois, à 13-14 ans, je commençais déjà à travailler. J'avais ce truc très 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 présent d'aller gagner de l'argent. Donc à l'époque, j'allais pas dire gagner ma vie, tu vois, ça n'avait aucun, c'était vraiment gagner de l'argent. Et avec cet argent, j'avais le plaisir d'acheter un beau vêtement, d'acheter un beau cahier, une belle trousse, tu vois. Donc, il y avait très vite OK, je peux gagner de l'argent. Il suffit de travailler, de remplir certaines tâches. C'est utile pour une personne. Et moi, après, ça me permet d'aller acheter des cookies, de vivre ma vie, quoi. Et ça, j'ai eu ça très tôt. Quand tu me parles de formation d'enfants immigrés, comment tu définirais la relation de tes parents à l'argent et à quel point ça t'a impacté, toi? Ouais, alors, c'était le fameux souvenir de... Alors, moi, j'ai un père hyper à gauche et une mère hyper à droite. Ah ouais? Ouais. J'ai Grand un père... écart. Mais maxi écart. J'ai un père prof dans une école d'ingénieurs qui, à partir de mes 10 ans, nous a élevés tous les 3 en solo. Et qui me disait... C'est le sujet des rivières. Notamment. Alors, pour celles et ceux qui l'ont pas. C'est l'un des sujets. C'est l'un des sujets. Et en fait, je suis témoin
d'une angoisse profonde. Enfin, c'est même pas une angoisse, c'est une vraie difficulté financière de mon papa qui me dit tout le temps, mais je hurle tout seul dans le bureau à la fin de chaque mois parce que je ne sais pas comment boucler la fin du mois. Et en même temps, qui tous les hivers, tous les étés nous emmène en vacances. Avec des grands éclats de rire et une grande forme d'abondance, beaucoup de joie. Voilà, une forme d'abondance. Et je me rappelle, en fait, ça c'est, je pense, enfin, il y a beaucoup à dire, comme tout le monde, j'imagine, sur la relation que nos parents avaient avec l'argent. Mais moi, je crois que l'un des trucs fondateurs, ça a quand même été papa qui t'emmène au camping et maman qui t'emmène au Club Med. Et cette joie immense d'être au camping. Plus qu'au Club Med, tu veux dire? Plus qu'au Club Med ou à l'hôtel, je sais pas combien d'étoiles. Vraiment une sorte de liberté très très grande dans un lieu où il n'y a pas de flouze, quoi. Il n'y a pas d'argent. Tu vois, il y a... De venir décorréler l'aspect de l'argent, de la richesse. C'est ça? Du moment. C'est exactement ça. Ouais. C'est qu'en fait, très vite, se sont côtoyés dans ces fameux étés de parents divorcés, d'enfants de parents divorcés, des moments de grande joie c'était pas du tout pauvre, mais c'était un camping au Lavandou ou en Espagne sur la Costa Brava, tu vois, truc vraiment populaire. Avec des plages bondées, où en fait tout le monde est en slip, quel que soit ton niveau de richesse, tu vois. Voilà, ces vacances beaucoup plus onéreuses, avec un standing, avec du coup, je pense, moi, en tant qu'enfant, une forme de pression par rapport à ça, faut bien s'habiller le soir. J'aimais bien m'habiller le soir, etc. Mais je voyais qu'en fait, l'argent me coûtait quelque chose. Cette opulence me coûtait quelque chose en tant qu'enfant. Ça te coûtait quoi? Ça me coûtait comment on dit en fait Tu veux le dire en anglais? Ouais. Parce que... Je suis désolée parce que en fait je vis une partie de ma vie en Angleterre et donc ça fait con de dire mais comment on le dit déjà en français? Jerry, ton compagnon est anglais donc vas-y dis-le en anglais. En fait il y a un mot en anglais qui carefree. Tu vois, t'es responsable de rien. Il y a aucun truc à prouver, à montrer. Une forme de liberté. Voilà, une liberté très très grande. Très enfantine aussi. Et très enfantine. Ouais. Et en fait, au camping, t'es sous les pins toute la journée. Il fait chaud, tu transpires. C'est pas grave, tu prends une douche. Oui, t'es en tatane en plastique, mais en fait, tu vas rien salir parce qu'en fait, tout est déjà poussiéreux, tu vois. Enfin, donc il y a ce truc peut-être d'une vie simple, avec plein d'autres gens aussi, plein d'autres mômes. Tout d'un coup, il y a plein de... Et donc, je crois que ce que j'ai retenu dans mon petit corps d'enfant, c'était que il pouvait y avoir une joie très, très grande à des endroits qu'on pense moins bien cotés, quoi, tu vois. Le camping versus un hôtel 4 étoiles. Et ça t'a créé une vision, en tout cas une projection, une fiction, comme tu disais tout à l'heure, assez positive de l'argent finalement. Ouais. Oui, parce qu'en fait, l'argent c'est super, parce qu'on peut partir en vacances grâce à l'argent, mais ça peut aussi t'enfermer si t'as un truc, une relation, une fiction à cet argent qui est plus forte que la joie qu'on peut avoir à être ensemble, tu vois, que la vie, quoi. Et ça, j'ai vu... Ça, du coup, je l'ai compris très, très vite. Et c'est pas du tout que l'argent est sale ou mauvais ou je sais pas quoi, mais qu'il peut représenter quelque chose qui est pas si bien, quoi. Oui. Voilà. Ça peut t'enfermer. Ça peut t'enfermer. Si tu décides. Ouais. Ok. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu avais des hauts, des bas, des moments où tu as été très, très radine, des moments où tu as été beaucoup plus généreuse, etc. Ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu, je me demandais à quoi c'était lié avec le recul? Est-ce que c'est parce qu'il y avait c'était des émotions, c'était des moments de vie? Ouais, j'ai essayé de retracer le truc et je dois dire que j'ai pas réussi à trouver un film, et je peux te raconter 2 moments de ruine, par exemple. Ok. Bon, ça va te faire rire, mais bon, non. Why not partager ça, quoi. En fait, Attends, il faut aussi quand même que je protège certaines personnes. Oui. Tu peux changer leur prénom si tu veux, ou... Bon, grosso modo,
j'ai reçu une carte bleue qui n'était pas la carte bleue que je pensais, qui était la carte bleue d'un autre compte. Ok. Et donc moi, en fait, je ne fais pas mes comptes à ce moment-là dans ma vie. Quand j'étais adolescente, je faisais mes comptes au sou près, au centime près. J'avais une énorme satisfaction de matheuse que j'étais à l'époque, tu vois, que ça retombe rond entre, ok, j'ai compté la baguette, j'ai compté le bonbon, j'ai compté la fraise tagada, j'ai compté le ticket de métro, donc ça me fait... Contrôle, quoi. Contrôle, 11,43 €. J'avais 20 €, donc ça fait 8 €, etc. Je regarde, j'ai bien 8 €, etc. J'ai bien fait mes comptes, donc j'avais beaucoup de satisfaction à compter mes sous. Ça te rassurait aussi ? Ça me rassurait, j'avais un sentiment de contrôle et donc de sécurité, voire de puissance. À mon avis, c'est un module de ta formation d'enfant immigré. Ouais, ça c'est très très clairement lié même, tu vois. Et après, il y a eu un moment où j'ai pas du tout compté. Ok. Ce qui est un peu problématique aussi, enfin un peu infantile, jusqu'à ce que j'arrive à cette situation où la banque m'appelle en disant « Vous avez un découvert de... » Je suis plus, moi. Je vais te dire des bêtises, donc disons 4 millions d'euros, tu vois. Et je dis, mais c'est pas possible. Non. Je m'étais trompée de carte. Donc j'ai en fait dépensé avec une carte en ne recevant aucune notification du compte sur lequel je pensais dépenser. Et donc du coup, moi, je dépensais continuellement vu que mon compte était jamais dans le rouge. D'accord. Mais en fait, je dépensais sur un autre compte. Donc tu faisais même pas le lien entre... Et je ne faisais même pas le lien. Donc quand la banque m'appelle en me disant ça fait, je sais pas moi, X années que en fait vous dépensez sur ce... En fait, on a mis du temps à comprendre ce qui se passait. Mais c'était le fruit d'une non-gestion totale de ma part. Et voilà, donc à l'opposé du contrôle, le non-contrôle total. Le non-contrôle total, mais qui est aussi problématique, tu vois. Sûr. Donc je me suis remise un peu quand même à faire mes comptes, mais je pense que ça a été dur pour toi de rembourser ? Non, alors peut-être de rembourser, mais déjà de revenir dans ce truc-là qui j'avoue te rappelle aussi ton enfance, tu vois, un peu plus où il fallait être un peu plus serré, quoi. Ouais. Et ben en fait, il y avait un vrai, pareil, je suis revenue au contrôle, donc en fait tout d'un coup il fallait contrôler parce que elle était énorme la somme, donc il fallait contrôler ce que je dépensais, ce que il fallait que tu rembourses des agios, des machins, c'est ça, bien sûr, de marteau là. Bah bien sûr. Wow. Non mais il fallait surtout que je rembourse le déficit que j'avais laissé dans ce compte, en plus des agios, des machins et trucs. Tu vois ou pas ? Oui, je vois bien. Voilà. T'as fait comment ? Un sketch. Comment t'as fait ? Bah j'ai gagné de l'argent. T'es allé chercher de l'argent ? Ouais. Je suis allée chercher de l'argent, je l'ai gagné, j'ai compensé. Par toi-même ? Et en fait, par moi-même. Et je me rappelle Pas d'aide ? Pas d'aide, non. Je me rappelle, j'avais pas de crowdfunding. Une fois, j'étais en PLS sur une situation financière professionnelle. Et il y avait ma fille à côté de moi. Et je déclare comme ça, mais alors vraiment, c'était pas du tout prémédité. Je lui dis, je suis trop heureuse d'être moi. J'ai trouvé la solution. Tu vois, mais un truc comme ça, très ancré tu vois, t'as la transpiration et les gouttes froides et un truc en même temps qui vient derrière en disant, non mais attends, moi, étant moi, je vais trouver la situation, je vais trouver une solution, quoi. Incroyable. Et ma fille, elle avait les yeux ronds, c'est fou de dire un truc comme ça. Je fais, j'ai 45 ans, quoi. Tu vois, il y a du... mais il y avait un truc comme ça de... On va trouver on va trouver. Chouette modèle pour ta fille, si je puis me permettre, en passant. Oui, voilà. Oui. Oui, Après... Une mère exceptionnelle. Voilà, forcément, ça fera une fille exceptionnelle. Un minimum. C'est ce qu'on attend d'elle, en tout cas. Il y a eu la fois où je me suis fait escroquer aussi. Ah, comment t'as fait ? Ça... en fait, alors là, ça c'est intéressant. Après notre séparation, donc pas la nôtre, hein, mais avec le papa de mes enfants. Ouais. Donc j'avais un appartement à ce moment-là que j'ai vendu, et il restait une petite somme qui était mon bénéfice et que je ne sais pas comment te dire, je ne supportais pas d'avoir cette somme, et c'était vraiment de la culpabilité pure et dure, tu vois. Rappelons que c'est toi qui a engendré le divorce, en tout cas qui a amené le divorce. Oui. Et donc il y avait bien sûr. Il y avait peut-être ce truc, tu vois. Il y avait ça, ouais. Il y avait un truc
que je sentais, mais que je ne conscientisais pas, que je voulais pas avoir et tout, d'autoflagellation, tu vois. Je ne peux pas garder cette somme. Alors que ça n'avait rien à voir, ni avec mon ex-mari, ni avec notre mariage, ni avec notre séparation. Rien à voir. J'avais acquis cet appartement avant, enfin, rien à voir. C'était pas l'endroit où vous viviez ? C'était même pas l'endroit où on ok, vivait. je croyais. Même Ok. pas. À ce moment-là, bien sûr, arrive une sorte d'agent immobilier, tu vois, qui achète des immeubles, qui les retape, qui les découpe et qui les revend. Et qui me dit, voilà, on a un prochain coup, on a besoin de lever un peu d'argent pour en lever beaucoup. On va te préparer un super contrat, t'inquiète pas. Tu me donnes de l'argent et je te le rembourse dans 3 mois. Il a évidemment jamais remboursé. Et moi, en fait, j'étais vraiment dans une... Et il y avait 5 autres personnes, il a remboursé les 5 autres personnes. Ah oui. Il n'y a que moi qui n'a pas remboursé. Donc j'étais vraiment... Il y avait une faille énergétique hyper forte chez moi qu'il a senti. Et en fait, il a fallu, mais je sais pas, au moins 3 ans, où ma mère vraiment m'a dit, mais Maï, est-ce que tu as compris qu'il ne va jamais te rembourser? Ah, t'étais convaincue qu'il allait le faire? Moi, j'étais convaincue qu'il allait le faire. À chaque fois, il me disait, mais t'inquiète pas. Moi, ce que je voulais, c'est que ça se passe bien, tu vois. J'étais dans un vrai truc de soumission et un vrai truc d'emprise. Et lui, il en jouait. Donc, à chaque fois, il me faisait miroiter un nouvel appartement qu'il allait me montrer et sur lequel il allait faire la décote de ce qu'il me devait. Évidemment mais 3 piges. Pourquoi tu me crois? 3 années. Au bout de laquelle, vraiment, ma mère me dit, Maï, ça va pas, en fait. Tu t'as pas les yeux en face des trous. C'est une escroquerie. Allô? Et en fait, je me rappelle de cette prise de conscience de dire, oh, mais en fait, c'est un escroc, c'est une escroquerie. Et donc, j'ai fait un procès, etc. Et j'ai fini par gagner au bout de 10 ans, tu vois. Mais tu vois, ça, c'était quand même un truc où l'argent avait représenté un truc qui était tellement négatif, de cette culpabilité qui valait bien cette somme-là, et encore une fois, qui n'avait rien à voir avec rien, sûr. Tu vois, que j'ai laissé ce loup rentrer, tu vois, dans la bergerie. Donc, encore une fois, ça s'est bien refait. Et je te raconte une dernière anecdote d'un moment de PLS. Bon, là, tu vas un peu halluciner, mais c'est pas grave. Autant que j'en ai entendu. Oh, de toute façon, ça reste entre nous. Oui, personne ne nous écoute. En fait, quand j'ai fini Les Rivières, donc ça faisait 5 ans que... Voilà. Je le montre pour la première fois au Kiss Kiss Banker, un 8 mars 2019, à la Fémis. Et je me rappelle... tu vois, je savais pas ce que les gens allaient... Tu vois, les lumières se rallument, et là... Tout le monde debout, les gens pleurent, il y a Mona Chollet qui descend les escaliers, je me dis, que fait cette famille ici, enfin, tu vois, tout était lunaire, c'était lunaire. Je me dis, waouh, génial, on va avoir on a un méga film. Et puis là, passe 3 mois, 6 mois, 9 mois, il n'y a aucun festival qui le veut, aucun distributeur qui le veut, aucune télé qui le veut. Et moi, je viens de bosser 5 ans sur ce film, et la dernière année, totalement, donc j'ai pas gagné d'argent par ailleurs, et j'ai plus un rond, quoi. J'ai vraiment plus un rond, je suis ruinée. Et je me rappelle, je me disais, bon, moi c'était un premier film, donc je me dis, bon, il est peut-être pas bon, ou peut-être que juste il parle pas aux gens. Bon, ça arrive, il faut juste que je trouve une nouvelle voie, quoi. Il faut que je trouve un moyen de regagner de l'argent. Est-ce que je vais faire des massages? Est-ce que je vais être thérapeute? Est-ce que je vais être coach? J'en parle à une amie qui fait, va voir mon médium. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Où est-ce que tu nous emmènes? Allons-y. On y va ou pas? Bah oui. Donc on va chez le médium. Et là, le gars, je sais pas, ça dure 1h30. Il a fait un enregistrement, tu vois. Donc je l'écoute de temps à autre. Et il me fait mon thème astral et tout. C'est le petit moment ésotérique. Alors, c'est le petit moment ésotérique. Il y a des gens qui sont très terre à terre. Excusez-moi, alors franchement, je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Oui. Tu vois, je vous raconte juste mon histoire. Allons-y. Aussi loufoque soit-elle, vous pouvez me dire que je suis folle. De toute façon, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Quels que soient vos jugements, c'est juste ce qui s'est passé. Et le gars je lui dis, voilà, je suis à croiser des chemins, je suis ruinée, je suis très inquiète. Est-ce que, voilà, j'ai besoin, je pense, d'une guidance pour savoir si
voilà, est-ce que je dois être thérapeute? Enfin, je lui pose la question vraiment comme ça. Je suis perdue, je suis chez vous, quoi. Je suis perdue, je vais voir un médium. Donc, il me dit, mais pas du tout. Mais attendez, vous êtes inspiré. Vous, tout le monde n'est pas inspiré. Vous êtes inspiré, madame. Et puis, il y a un truc avec les femmes, là, mais c'est hyper fort. Ah non, mais pas du tout. Il faut continuer. Je sais pas ce que vous faites, mais. Donc, je lui raconte un petit peu. Il fait, ah bah oui, bah d'accord. Bah, mais non, mais votre film, c'est. Non, mais là, moi, je pense que vraiment, déjà, il me dit, vous n'avez pas de problème avec l'argent. Ça a toujours rentré, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Il n'y a jamais eu de problème avec l'argent. Enfin, un problème essentiel, existentiel. Il peut y avoir des problèmes, voilà, mais il n'y a pas de problème existentiel avec l'argent. Ça va revenir. Il me dit, franchement, janvier, février, ça va revenir. Vous inquiétez pas, on était en septembre. Je suis bon, ok. Il me dit, non, mais vraiment, vous parlez à beaucoup de monde et ce que vous êtes en train de faire, il y a beaucoup, moi, je vois beaucoup de grâce. Je pense que. Il me fait, mais vous êtes ruiné. Bah, bien sûr que vous êtes ruiné. Vous êtes ruiné parce que si vous n'étiez pas ruiné, vous continueriez comme avant. Là, vous devez changer de vie. Vous avez quel âge? Alors, je lui fais, j'ai 42 ans. Ah bah ouais, 42 ans. 7 x 8, bah oui, bah... Donc c'est pas 7 x 8, mais 7 x 6. Mais oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il m'embarque dans une histoire, mais qui faisait un peu sens quand même, tu vois. Et donc, je sors de là, je dis, ok, de toute façon, je suis ruinée. De toute façon, donc je commence à chercher des trucs, mais je continue les rivières, du coup. Tu vois, je me dis, de toute façon, il y a des KissKissBankers qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas pu venir à la projection. Je vais au moins le mettre sur un site internet. Tu vois, donc je prépare un site internet. 2 semaines avant le lancement, où personne ne m'attendait de toute façon, mon frère me dit, t'as compris que tu lançais ton film? T'as pas d'affiche? Je dis, non, mais... non, mais mec, t'as pas compris. T'es en train de lancer ton premier film. Fais une affiche. Donc là, je trouve Lucille Gomez que j'avais rencontrée sur une BD qui me fait une affiche. Je lance le truc, mais vraiment, je fais Enter. Tu vois, sur Vimeo, je fais Enter en fermant les yeux parce que on verra bien, quoi, tu vois. Et j'avais pas du tout vu la vague venir. Et la vague qui est arrivée en janvier, en février, incroyable. On lance une tournée dans toute la France. Bon, déjà, la vague d'argent, elle est vraiment arrivée en janvier-février, comme il l'avait dit. Et puis après, mars 2020. Petit Covid, petit lockdown. Adieu la tournée. Tu vois, je me dis, mais ce film, il est quand même un peu maudit, quoi, tu vois. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, les gens, ils avaient besoin de voir des choses, ils avaient besoin d'échanger sur des choses. Les podcasteurs ont regardé les rivières, ils ont été émus. Donc en fait, ça s'est partagé de dingue. Enfin, c'était incroyable. Donc voilà, ma dernière histoire, un peu olé, on va le dire. Olé, quoi, quand même. Mais bon, t'as cette croyance que de toute façon, tu peux faire de l'argent, quoi. Ouais. Ok. Pour revenir à ton crowdfunding, donc je crois même pas qu'on l'a dit, mais en gros, ma idée, c'est vraiment un film sur un groupe thérapeutique que vous suivez pendant toute la séance, enfin la session, quoi. Voilà, alors c'est plus qu'une session, en fait, c'est une retraite thérapeutique. C'est une retraite, pardon. Oui, c'est le bon terme. Et donc, c'est quand même 12 personnes pendant 14 jours. Donc, 14 jours en retraite. Je sais que tu as fait des retraites. Oui. Jamais plus de 6. Jamais plus de 6. Souvent, et tu vois que 6 déjà. Au 5e, je pétais un câble. J'avais envie de tuer tout le monde. Bah ouais. Mais bien sûr, c'est là que l'épiphanie arrive. Oui. Les gens qui ont fait des retraites, enfin, quand tu le regardes de l'extérieur, c'est un truc de gens un peu fous, Tous les gens qui ont fait des retraites savent à quel point c'est dur, à quel point c'est challengeant. Et quand tu leur dis 14 jours, il faut... Et effectivement, ce qu'on a fait, c'est un peu... parce que c'est vraiment... intensité to the max. et du coup, c'est pas du tout un truc sur... comment il s'appelle? Tu sais, les bains glacés, là... Wim Hof. Ah oui, Wim Hof, oui. Tu vois, c'est pas du tout un truc sur le dépassement de soi et la figure héroïque des gens qui montent l'Himalaya, par exemple. C'est vraiment un truc de vulnérabilité, en fait. C'est vraiment comment cette retraite permet à des gens qui viennent pour des raisons totalement différentes. Vraiment, il y a des gens qui sont juste curieux, qui veulent voir. Il y a des gens qui ont des grands traumatismes, qui veulent se réparer. Il y a des gens qui ont perdu la mémoire,
Ils savent juste qu'ils ont un peu perdu la mémoire et qu'ils dorment plus. Donc ils ont envie de faire face à ça. Ils savent très bien que ça va être terrible. Tout le monde sait à l'avance que ça va être terrible, ce qu'ils vont trouver. Mais ils veulent y aller quand même. Donc t'as vraiment une palette de gens. Voilà. Après, t'as des gens riches, des gens pauvres, des gens blancs, des gens racisés, des hommes, des femmes, des personnes queer. Enfin, j'ai vraiment voulu. Donc ça, c'était mon désir de réalisatrice par rapport à Jerry qui est thérapeute et qui accueille juste les gens qui lui viennent. s'occupe du pour le coup. Et Jerry, lui, donc qui est mon compagnon et co-réalisateur, il est thérapeute depuis 30 ans et il fait des retraites depuis 25 ans. Donc il a une expérience incroyable. Et moi, mon engagement de citoyenne, en fait, d'humaine, c'est Jerry. Je ne vois pas pourquoi 1 heure de son temps devrait s'adresser à une personne. Avec l'expérience qu'il a. Et je peux vous dire, c'est un thérapeute incroyable. Avec l'expérience qu'il a, il faut que ce soit partagé avec le plus grand nombre. Donc moi, j'ai toujours rêvé de le filmer dans ce processus-là et de filmer les gens dans leur processus. Et puis en plus, j'ai fait ces retraites. Oui. Ce qui s'y passe, et toi-même tu sais, en ayant fait des retraites, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je voudrais que ces récits-là, ils soient disponibles pour le plus grand nombre. Ouais. On est une petite souris alors finalement, c'est ça, avec ta caméra. Alors normalement, si ça marche bien, tu rentres dans le cercle. Tu rentres dans le cercle avec nous. Donc t'es pas une petite souris, t'es pas à l'écart du cercle. Pas du tout. T'es dans le cercle. Non, pas du tout. Et pour l'instant, parce qu'on a fait des projections de test, toi-même tu sais, oui. Quand ça marche sur les spectateurs, c'est ça qui te dit spontanément. Ouais. J'ai l'impression d'être un autre participant. Et du coup, j'ai un miroir qui est tendu vers ma propre expérience. C'est ça. Et tout d'un coup, je vais cheminer moi-même en regardant le film. C'est incroyable. C'est un peu ce qui se passe finalement aussi avec les podcasts. C'est-à-dire Bien que sûr. quand on est en train de partager de l'intime, forcément, il y a les invités, on fait miroir, nous, à travers ce que vous êtes en train d'écouter, vous, en tant qu'auditeur. Je regarde mon enregistreur comme si vous étiez là, mais pas du tout. Et c'est vrai que pour avoir fait pas mal de thérapies de groupe, etc., c'est vrai que les autres sont un miroir incroyable où une personne va venir dire un truc qui à un moment donné la concerne elle et toi ça va te revenir en pleine gueule sans aucun. Non mais les résonances sans prévenir. Sans prévenir. Alors en fait t'as les deux, c'est-à-dire que je trouve que t'as et les résonances de mais en fait elle a dit exactement ce que je ressens mais j'ai pas eu le temps de le dire ou j'ai pas les mots mais du coup j'ai plus besoin de le dire, elle l'a fait à ma place, elle a fait le taf à ma place. Et t'as aussi parfois ces moments de profonde compassion où en fait l'autre personne, t'as pas du tout son expérience, c'est un autre total, tu vois, et t'as le cœur gonflé pour cette personne, tu vois, t'es là, mais waouh, enfin, et tu vois, j'en ai des frissons là parce que je pense à certains moments de ces cercles et de ces retraites où vraiment tout le monde, tu vois, plonge avec la personne et le cercle par rapport à ce qu'on fait en thérapie individuelle où on est vraiment en one-to-one, c'est vraiment un lieu magique où déjà, t'as une société égalitaire. Même si t'es un thérapeute, t'as des helpers. Moi, je suis helper aussi, donc je suis aidante. On n'est pas au-dessus, on n'est pas à l'extérieur, on est dans le cercle, on travaille avec les gens, on a nos propres réflexions. Donc, tout le monde a le même niveau d'importance. Tout le monde est important, tout le monde est précieux. Et le fait de te déclarer, en fait, de dire qui tu es devant des gens, mais ça, c'est magique. Et si en plus t'es entendu, ça c'est fou. Ça c'est fou. Et il y a que les cercles qui vous permettent ça. Et je pense que c'est un autre travail d'humanité, c'est une autre recherche, tu vois, d'humain. Et c'est pareil, là je parle de ceux qui parlent, mais en fait quand t'es dans un cercle de parole, tu parles une fois, t'écoutes 20 fois. Oui. Donc en fait c'est surtout un cercle d'écoute. Et en fait dans les cercles d'écoute, mais quand tu commences à écouter et où tout d'un coup le fait de prendre le micro justement, d'être important disparaît totalement. Mais alors là, tu reçois un truc incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc j'espère que Mayday ça va apporter ça et que ça va donner aussi envie aux gens d'aller dans des retraites ou dans des cercles de parole. En tout cas, merci beaucoup Maï.
Merci. Merci aussi. J'espère qu'il y a plein d'artistes qui nous écoutent et qui vont t'écouter, qui vont peut-être prendre des notes, réécouter l'épisode. Tu vas penser, putain, c'est trop intéressant ce qu'elle dit, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est très important en tant qu'artiste de venir dire à quel point tu as une relation saine à l'argent et que bon, ça veut pas dire que ça n'a pas été fluctuant, tu vois. Ah non, mais de toute façon, la vie, quoi. Comme tu dis, t'aimes l'argent et que tu mets l'argent à disposition de ton art, en fait. Et c'est chouette. Oui, en fait, je crois que c'est ça le paradigme, c'est que nous, on gagne de l'argent pour pouvoir faire de l'art. Je fais pas de l'art pour pouvoir gagner de l'argent. Après, encore une fois, je suis dans une société qui a ses règles. Si je rentre dans un système d'exploitation, il n'y a pas de raison que j'ai pas ma part. Allez. Mais ça, c'est un autre truc. Oui, bien sûr. Voilà. Je mettrai tous les liens pour aller découvrir et également si vous voulez contribuer à Mayday. Mais oui, contribuer à Mayday. Il te reste... on a encore 33 jours. Attends, oui, non, par rapport à ta... C'est jusqu'à... Aïe. C'est jusqu'à la mi-novembre. Ok. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Merci, Fab. Salut. Ciao. Hey, corporate types, Billy Idol here. Just because you use Workday to drive long-term success, it doesn't make you a rock star. Rock stars drive fast cars, not business operations. Be a finance and HR rockstar with Workday.